Bienvenue au club. Un club auquel personne ne veut adhérer, mais où de plus en plus de parents ont une place attitrée. Tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu connais cette douleur. Le sentiment de stupéfaction, de colère, de profonde offense. Tu te demandes, comment en est-on arrivé là? Suis-je une mauvaise mère, un mauvais père? Mon enfant est-il simplement ingrat et irrespectueux? Ces questions sont normales, mais elles mènent à l'erreur. Car que se passerait-il si je te disais que le grand psychologue Carl Jung affirmerait que cette haine apparente de ton enfant n'est souvent que ta propre haine de toi-même, bien cachée, qui te regarde dans le miroir? Et si l'ingratitude à laquelle tu fais face était en réalité une invitation désespérée? Une invitation à enfin te réveiller. Nous allons aujourd'hui plonger profondément dans le terrier du lapin des conflits familiaux, mais pas avec de la psychologie de comptoir, mais avec la lame acérée des découvertes de Carl Jung. Reste avec nous, car nous n'allons pas seulement analyser ce qui ne va pas dans ta famille, mais je te donnerai aussi des instructions concrètes pour recoller les morceaux. Mais sois prévenu, la connaissance de soi fait mal. Le premier réflexe, lorsque nous sommes attaqués par nos enfants, est de leur rejeter la faute. Nous les qualifions d'ingrats, de gâtés, d'irrespectueux. C'est simple, cela nous soulage et confirme notre sentiment d'être dans notre bon droit. Mais selon Carl Jung, c'est une interprétation fatale. Il nous exhorterait à prendre du recul et à considérer le concept de l'ombre. L'ombre, c'est tout ce que nous n'aimons pas en nous, ce que nous refoulons parce que cela ne correspond pas à l'image que nous avons de nous-mêmes en tant que personnes bonnes, décentes et réussies. Notre paresse, notre envie, notre colère, nos rêves non vécus, nos faiblesses secrètes. Nous avons tous cette ombre. Et parce que nous ne voulons pas la voir en nous, nous faisons quelque chose de très humain, nous la projetons. Nous la voyons de manière surdimensionnée chez les autres. Et nul par cette projection ne fonctionne aussi bien que chez les personnes qui nous sont les plus proches, nos enfants. Ils sont la toile parfaite. Tout ce que tu n'as jamais voulu être, toutes les parts rebelles, chaotiques, déraisonnables que tu t'es interdites, vivent peut-être maintenant joyeusement et de manière provocante dans ta progéniture adulte. Ton enfant te tend inconsciemment un miroir, et ce que tu y vois, c'est ta propre ombre. La haine que tu ressens alors n'est peut-être pas vraiment de la haine envers ton enfant. C'est la vieille haine envers les parties refoulées en toi-même. L'ingratitude n'est donc pas un simple défaut de caractère de ton enfant. C'est souvent juste la réaction à la pression inconsciente que tu exerces. C'est la rébellion contre un rôle qu'il est censé jouer pour toi. Alors, avant d'envisager de déshériter ton enfant ou de rompre le contact pour toujours, faisons une pause et posons-nous une question bien plus inconfortable. Qui doit réellement quelque chose à qui ici? Ton enfant te reproche de ne l'avoir jamais vraiment compris. C'est comme une gifle en plein visage. Tu as tout donné, tu as renoncé à tant de choses. Comment peut-il dire une chose pareille? Peut-être, et cette possibilité est douloureuse, a-t-il même raison? Carl Jung parlait de la transmission transgénérationnelle des complexes non résolus. Cela semble académique, mais signifie quelque chose de très tangible. Nous n'héritons pas seulement de la couleur de nos yeux et de nos biens, nous héritons aussi de nos blessures psychiques, de nos conflits non résolus et de notre honte la plus profonde. Chaque famille a une sorte de grand livre émotionnel où sont enregistrées des dettes et des loyautés invisibles. Peut-être que ton père ne t'a jamais montré comment gérer la colère, alors tu as appris à la ravaler. Cette colère refoulée, tu la transmets, sans le vouloir, à ton enfant. Il sent ta tension inexprimée et y réagit peut-être par une agression que tu ne t'es jamais permise. Il vit ton ombre à ta place et tu le punis pour cela. Nous devons distinguer la micro-culpabilité de la macro-culpabilité. La micro-culpabilité, c'est ce que tu fais consciemment. Le conseil de carrière bien intentionné, le soutien financier, le conseil en matière de relations. Tu penses bien faire. Mais dans le monde des dynamiques familiales inconscientes, ce conseil bien intentionné est peut-être lu comme un contrat d'asservissement. Il s'accompagne d'une attente invisible de gratitude, de conformité, d'un certain comportement. Ton enfant sent cette attente et se rebelle contre elle, parce qu'il doit sauver sa propre âme. La macro-culpabilité est la loyauté inconsciente envers l'ensemble du système familial. Ton enfant refuse peut-être le travail sur que tu lui proposes, non pas parce qu'il est paresseux, mais parce qu'il a inconsciemment pour mission de réaliser le rêve non vécu de ton grand-père de mener une vie d'artiste libre. Ces loyautés invisibles sont comme des bombes à retardement émotionnel. Elles peuvent faire exploser des systèmes familiaux entiers, souvent déclenchés par une dispute apparemment insignifiante. Mais la détonation, le grand boom, la rupture de contact, n'est que le début.
C'est le moment où la fumée se dissipe et où, si nous sommes assez courageux, nous pouvons enfin reconnaître les schémas qui ont mené à l'incendie. La bonne nouvelle d'abord, la rébellion est normale. La mauvaise, elle ne s'arrête pas à 18 ans. De nombreux parents pensent qu'une fois la période sauvage de l'adolescence passée, la raison et la gratitude reviendront enfin. Mais ils découvrent alors que le rebelle n'a déménagé que pour une courte durée, pour revenir frapper à la porte à 25 ans et faire laver son linge, tout en critiquant les choix de vie de ses parents. Pour comprendre cela, nous devons à nouveau nous pencher sur la carte de l'âme de Jung, sa théorie des archétypes. Les archétypes sont des images primordiales universelles, des rôles inscrits dans la psyché humaine. Il y a le héros, le sage, la mère, et aussi l'archétype de l'enfant éternel, le puella aeternus chez l'homme ou la puella aeterna chez la femme. Cet archétype est plein de potentiel, de créativité et de joie de vivre, mais il fuit la responsabilité et l'engagement du monde adulte. La rébellion d'un enfant de plus de 20 ans n'est souvent pas une erreur de puberté tardive. C'est une nécessité développementale. C'est la tentative désespérée de surmonter cet archétype de l'enfant éternel et d'enfin prendre sa place dans sa propre vie. Et nous, en tant que parents, pouvons inconsciemment saboter ou alimenter ce processus. Il existe certains mots déclencheurs qui activent immédiatement l'archétype rebelle. Des phrases comme « tu devrais enfin » ou « autrefois, à ton âge, j'étais déjà » ou « pourquoi ne peux-tu pas simplement être raisonnable ?» Ces phrases sont pour l'enfant adulte comme un chiffon rouge. Elles signalent le contrôle, la dévalorisation et un manque de confiance en sa capacité à gérer sa propre vie. Elles appuient sur le bouton qui catapulte l'enfant dans le rôle du rebelle pubertaire, parce qu'il ne sait pas comment se défendre autrement. Le paradoxe ici est l'inversion des rôles qui a lieu. Souvent, ce sont précisément les parents qui n'ont jamais osé se rebeller contre leurs propres parents ou les normes sociales qui poussent inconsciemment leurs enfants à le faire. Ils externalisent leur propre rébellion non vécue. Ils ont besoin du conflit pour se sentir vivants. Ce sont les instigateurs secrets de la rébellion. Ils mettent en scène un drame où ils sont en apparence les victimes, mais en secret, ce sont eux qui tirent les ficelles. Si ton enfant te traite avec ingratitude, ne le considère pas un instant comme une attaque, mais comme ce que c'est vraiment du point de vue jungien, une invitation douloureuse mais urgente. Une invitation à l'individuation. L'individuation était pour Jung le processus central de la vie humaine, le chemin vers la plénitude, vers la réalisation de son propre soi, unique. Et ce processus est souvent en contradiction directe avec l'idée d'une unité familiale parfaite et harmonieuse. Pour devenir qui l'on est, il faut se détacher de ce que l'on devrait être. Et le détachement, vu de l'extérieur, surtout par ceux dont on se détache, ressemble toujours à une trahison. Ça fait mal. Ton enfant n'essaie pas de te blesser. Il essaie de se trouver. Et c'est là que réside le grand paradoxe que tant de parents ne comprennent pas. Plus tu insistes sur la gratitude, plus tu prêches la morale et énumères tes sacrifices, moins tu récolteras de gratitude. Car la gratitude ne peut être forcée. Elle est le résultat naturel d'une liberté ressentie et d'un respect authentique. Si tu enchaînes ton enfant avec des attentes et des sentiments de culpabilité, il ne peut pas être reconnaissant. Il ne peut que se battre pour respirer. Il est temps de faire un bilan brutal avec la réalité. Prends cette phrase que tant d'entre nous ont en tête, « J'ai tout fait pour toi ». Et puis fais un inventaire honnête. Prends une feuille de papier et écris ce que ce « tout » était vraiment. Et puis passe en revue chaque point et demande-toi, « Ai-je vraiment fait cela uniquement pour mon enfant ? Ou l'ai-je aussi fait pour combler un vide en moi ? Pour me sentir utile ? Pour bien paraître devant les voisins ? Pour apaiser mes propres peurs ? » Cet inventaire est douloureux, mais c'est le début de la libération. Il te libère du rôle de victime et te rend ton pouvoir. Assez d'analyse. Assez de vérité douloureuse. Tu sais maintenant d'où vient la fumée. À partir de maintenant, il y a un mode d'emploi. À partir de maintenant, il s'agit de ce que tu peux faire concrètement. Veux-tu vraiment de la compréhension de la part de ton enfant ou, au final, veux-tu simplement de l'obéissance ? Sois honnête avec toi-même. Car voici le marché. Tu n'obtiendras au maximum qu'un des deux. Si tu insistes sur l'obéissance, tu ne récolteras jamais une véritable compréhension. Mais si tu aspires à la compréhension, tu dois abandonner l'idée de contrôle. Le premier pas sur ce nouveau chemin, la boussole familiale de Jung, est le suivant. Enlève d'abord ton propre masque avant de parler à ton enfant. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Nous portons tous des masques, des personas,
comme les appelait Jung. Le masque de la mère parfaite, du père fort, du conseiller omniscient. Ton enfant sent le manque d'authenticité de ce masque et se rebelle contre lui. La solution est un exercice que j'appelle l'autodéclaration radicale. Il s'agit de dévoiler tes propres parts d'ombre, tes propres erreurs et incertitudes en 3 phrases simples devant ton enfant. Non pas comme une confession, mais comme un geste de connexion humaine. Une phrase pourrait être « Tu sais, quand je te donne un conseil de carrière, je me rends compte qu'une partie de moi a simplement peur que tu fasses les mêmes erreurs que moi ou que tu ne réussisses pas aussi bien que je le souhaiterais pour toi, ce qui a probablement plus à voir avec mon propre ego qu'avec toi. » Boum. C'est désarmant. Une fois le masque tombé, tu peux établir un nouveau système de dialogue. Il se compose de 3 étapes, toujours dans cet ordre. Refléter, valider, positionner. Refléter signifie que tu répètes avec tes propres mots ce que tu as entendu de ton enfant, sans jugement. Par exemple, « D'accord, si je te comprends bien, tu te sens sous pression de ma part quand je te pose des questions sur ta recherche d'emploi. » Deuxième étape, valider. Cela ne signifie pas que tu es d'accord. Cela signifie simplement que tu reconnais que son sentiment est légitime de son point de vue. Je peux comprendre que tu ressentes cela comme ça. C'est seulement alors, et vraiment seulement alors, que vient la 3e étape, ton propre positionnement. Pour moi, la question vient d'une pure inquiétude, mais je comprends qu'elle te parvienne différemment. Et la règle d'or pour toute communication future, ne donne jamais un conseil pour lequel tu n'as pas de mandat clair. Une aide non sollicitée n'est pas une aide. C'est une forme cachée de contrôle qui ne produit que de la défense. Et maintenant, ta micro-tâche pour aujourd'hui. Prends un papier et écris 3 erreurs que tu as commises en tant que parent. 3 choses pour lesquelles ton enfant a tout à fait le droit de t'en vouloir. C'est le premier pas pour enlever le masque. Les enfants adultes détestent exactement 2 choses par-dessus tout, être contrôlés par leurs parents et se rendre compte qu'ils sont contrôlés. Le désir de contact et de proximité est naturel, mais il bascule rapidement dans un attachement étouffant qui asphyxie toute relation adulte. Ce dont nous avons besoin, ce sont des rituels de proximité mature. Un contact sans attachement. En alchimie, Jung parlait du principe de la conjunctio, l'union des contraires. Il ne s'agit pas de fusionner à nouveau en une seule entité, mais de savoir comment 2 pôles séparés et souverains peuvent rester dans une connexion productive et aimante. À quoi cela ressemble-t-il en pratique? Premièrement, remplace le bombardement constant sur WhatsApp par des appels ou des rencontres clairement planifiées. Au lieu des messages quotidiens « Comment ça va ?», souvent perçus comme des appels de contrôle, convenez d'un rendez-vous téléphonique hebdomadaire fixe. Cela crée un engagement et donne de l'air aux 2 parties entre-temps. Deuxièmement, établissez des rituels de séparation symbolique. Cela peut paraître étrange, mais c'est psychologiquement extrêmement efficace. Ce sont de petites actions qui marquent la transition vers la nouvelle phase de la relation. Cela peut être la remise solennelle d'un vieil héritage familial, la restitution de la dernière clé de l'appartement ou le fait de brûler ensemble de vieux bulletins scolaires dans le jardin. Ces rituels disent sans beaucoup de mots « Je te vois comme un adulte autonome et je te laisse partir ». Troisièmement, concluez des contrats de contingence clairs. Ce sont essentiellement des accords sur le moment où l'aide est souhaitée et celui où elle ne l'est pas. Parlez-en ouvertement. Par exemple, je te propose de te soutenir financièrement, mais seulement si tu le demandes activement. Je ne te le proposerai pas de ma propre initiative. Ou, je suis toujours là pour toi si tu as le cœur brisé, mais je ne me mêlerai pas de ta relation tant que tu ne me le demanderas pas. De tels accords clairs soulagent la pression de la relation. Ils remplacent les attentes secrètes par des règles transparentes. Cela crée de la sécurité et de la confiance. Cela transforme une relation basée sur une culpabilité et une obligation inconsciente en une relation basée sur le libre choix et le respect mutuel. Nous arrivons au dernier et peut-être au plus difficile exercice de ce parcours. C'est le moment de l'intégration, le moment où l'ombre et la lumière apprennent à s'asseoir à la même table sans se battre. L'exercice est le suivant. Accorde à ton enfant adulte exactement le même respect que tu exiges pour toi-même et pour un partenaire d'affaires important ou un bon ami. Dirais-tu à un ami, sans qu'on te le demande, que sa nouvelle coupe de cheveux est horrible ou que son choix de carrière est stupide? Probablement pas. Pourquoi le faisons-nous avec nos enfants? Parce que nous croyons y avoir droit. Nous devons renoncer à cette prétention. Un outil puissant pour cela est d'écrire un nouveau mythe commun pour votre famille. Arrêtez de traiter votre histoire familiale comme une salle d'audience où l'on débat constamment de qui a raison et de qui a tort.
Voyez-la comme un récit que vous pouvez façonner ensemble. Parlez de ce qui fait la force de votre famille, des crises que vous avez surmontées ensemble et des valeurs qui devraient vous unir à l'avenir. Un travail commun sur les valeurs est l'exact opposé des listes secrètes d'attente. Au lieu d'espérer en silence que ton enfant prenne certaines décisions de vie, parlez des valeurs supérieures comme l'honnêteté, le courage, la compassion qui sont importantes pour vous deux. La manière dont il met ensuite ces valeurs en œuvre dans sa vie, c'est son affaire. Et enfin, l'étape la plus importante pour la désescalade verbale, recadre le mot ingratitude pour toi-même. Remplace-le par l'expression poser des limites. Chaque fois que tu penses « mon enfant est ingrat », arrête-toi et dis-toi plutôt « mon enfant est en train de poser une limite. Il me montre où je suis allé trop loin. » Cela change tout. Cela te fait passer du statut de victime à celui d'apprenant. Mais que se passe-t-il si tout cela ne fonctionne pas? Si le fossé est trop profond et que le contact est rompu? Alors, bienvenue au plan B. Et le plan B s'appelle l'autoprise en charge radicale. Il ne s'agit plus de changer ton enfant, mais de rendre ta propre vie si riche et épanouie que le comportement de ton enfant ne soit plus le centre émotionnel de ton univers. Nous sommes à la fin. Et c'est ici que se présente le dernier test, la seule question qui décide de tout. Aimes-tu encore ton enfant adulte ou ne fais-tu que compter les points? Comptes-tu ce que tu as donné par rapport à ce que tu reçois en retour? Si tu comptes encore, tu es dans les affaires, pas dans l'amour. Résumons brièvement le voyage. Nous avons démasqué le choc de la haine supposée comme une projection de ta propre ombre. Nous avons mis à jour les dettes invisibles et héritées et compris la rébellion comme une étape nécessaire vers la liberté. Nous avons appris à enlever notre propre masque, à trouver de nouveaux rituels de proximité et à interpréter l'ingratitude comme la pose de limites. C'est le chemin qui mène de l'accusation douloureuse à l'étreinte curative de ta propre ombre. Et maintenant, je t'invite à un dernier acte puissant. Écris dans les commentaires une seule chose, une phrase, un conseil, que tu ne diras plus consciemment à ton enfant adulte à partir d'aujourd'hui. Fais ce contrat avec toi-même et avec la communauté ici. C'est un petit pas avec un impact énorme. Et souviens-toi toujours, la vérité amère mais libératrice est la suivante. La connaissance de soi est gratuite, mais aucun remboursement n'est possible. Si tu veux approfondir le travail avec ta propre ombre, tu trouveras un lien vers un bref guide dans la description. Et la prochaine fois, nous décortiquerons le concept de Jung de l'animus et de l'anima, l'homme intérieur chez la femme et la femme intérieure chez l'homme. Mais bien sûr, tout cela n'est certainement que de l'ésotérisme. À la prochaine fois.